Conseil de lecture manga. On va commencer par du manga français avec Tali. Souvenez-vous, on a reçu Surya l'an passé. Donc chez Ankama, toujours. Une série en 3 tomes, c'est précisé dessus, on va en parler après. Tali, donc cette princesse qui développe un certain pouvoir lorsqu'elle a ses règles. L'histoire, elle se poursuit. Pour ceux qui ont lu le premier tome, le deuxième tome, il faut y aller. On retrouve les personnages, Lélo, Tali et les autres dans une situation où ils sont dans un village en montagne pour aller trouver une autre invocatrice qui dispose des mêmes pouvoirs que Tali, mais qui est devenue un peu ermite tout en haut de la montagne. Elle va se rendre là-haut pour se découvrir un peu plus, apprendre à utiliser ce pouvoir qui n'est peut-être pas obligatoirement une malédiction. Elle va découvrir un peu plus aussi son histoire, nous avec elle. Les relations entre les personnages continuent de se tisser, se développent, c'est vraiment, vraiment passionnant. On retrouve le trait de Surya qui fait tout à la plume à l'ancienne. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu travailler, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne Twitch, parce qu'en ce moment, il travaille tous les jours sur la suite. Vous pouvez discuter avec lui tous les jours alors qu'il est en train d'ancrer ses planches sur sa table lumineuse. Et rien que de le voir faire, c'est passionnant. Pour moi, il y a vraiment un rapport avec Miyazaki dans Nausicaa. Je voulais donc revenir sur cette histoire d'une série en 3 tomes. C'est précisé, Ankama ne nous ment pas. Sauf qu'en 3 tomes, la série n'est pas terminée. Malheureusement. En 3 tomes, qu'est-ce qui se passe ? Le premier tome, il n'a pas super marché, à part dans le bouche à oreille, et le deuxième tome a marché un peu mieux, mais tout ça n'a pas été suffisant pour que Ankama décide de continuer la série plus loin. Résultat, on se retrouve avec une série qui s'arrête là. On n'est même pas sur une fin de cycle, ça peut être assez décevant. Mais Surya a plus d'une corde à son arc, c'est-à-dire que en plus de diffuser sur Twitch, il s'est lancé sur différents réseaux participatifs, on va dire, notamment Patreon. Et son objectif donc va être de compter sur les abonnements des gens pour financer et auto-éditer la suite de Tali, qui est prévue en 5 tomes. C'est de la très très bonne aventure. Vraiment, franchement, j'adore. Je vous invite absolument à suivre Surya. Parce que c'est génial. L'histoire, elle n'a pas de temps mort, à aucun moment on s'ennuie, on a absolument envie d'en savoir plus sur tous les personnages. Procurez-vous le Tali tome 3, procurez-vous le 1 et le 2 si vous ne l'avez pas, surtout que Ankama a eu la bonne idée de sortir un package avec les 3 volumes qui vous... Voilà, un premier manga français, très 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 vivement conseillé. Je vous parlais de choses un peu plus anciennes. J'avais envie de parler de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, que Panini Comics a eu la bonne idée de ressortir dans une très belle édition qui regroupe 2 volumes de l'ancienne à chaque fois. Le 5e vient de sortir. L'avantage, c'est que le matériel est existant, même si ça bénéficie d'une nouvelle traduction. Alors je peux pas comparer les deux, mais en tout cas celle-ci est très très bien. On a du coup du grand format maintenant, alors qu'avant c'était du petit format. 20th Century Boy, de quoi ça parle ? Fin des années 90, on a une bande de copains d'école qui va se retrouver et il commence à se passer des trucs un peu bizarres. Quand ils étaient petits, dans les années 60, ils ont écrit une espèce de livre des prophéties avec plein de trucs qui pourraient se passer. Voilà, ils se sont imaginés un futur apocalyptique dont ils seraient les héros, les sauveurs du monde, avec attaque de robots géants, attaque terroriste, empoisonnement, bombes à gaz, etc. Et en fait, tout commence à se produire en 99 pour le passage à l'an 2000. Et donc on a Kenji, qu'on voit là sur la couverture, qui finalement va enquêter pour chercher... parmi ses copains d'enfance, lequel est assez taré pour reproduire ça exactement, puisque ça reproduit exactement ce que lui avait écrit dans ce livre des prophéties.
Donc on redécouvre on suit son enquête dans les 2 et 3 premiers volumes. On parle de ça et jusqu'en 2000, jusqu'à ce que se produise donc cette catastrophe et que toute sa troupe soit un petit peu décimée, séparée. On avance de 15 ans et on va suivre sa nièce ensuite. Là, on en est déjà au volume 5 qui vient de sortir. Donc voilà, c'est une redécouverte absolument incroyable. Je connaissais pas la série du tout avant, donc moi ça a été l'occasion de la découvrir. Et c'est passionnant. En plus, si je me souviens bien, Kenji, il fait un petit peu office de Cassandre, en fait. Je veux dire, il parle de cette prophétie, etc., mais personne ne veut le Complètement. croire, c'est ça. Personne veut le croire, les autres le croient pas non plus. Ouais, c'est un truc qu'on a fait quand on était gamin, ils ne voient pas de lien. En plus, il y Et a aussi une histoire de secte avec Ami, c'est ça? c'est ça. Ami, donc, qui est quelqu'un, donc, au moment de 99-2000, Kenji se rend compte que voilà, Ami est quelqu'un de leur bande. Il ne sait pas qui, parce que Ami est toujours visible avec un masque. Voilà, il y a beaucoup de recherches sur qui est Ami. Ils comprennent très vite que Ami est celui qui est en train de tout mettre en place pour cette fin du monde. Et ça va continuer. Le seul indice qu'il va y avoir, c'est que Ami serait le père de sa nièce. Sauf qu'il ne sait pas qui est le père de sa nièce, donc ça l'aide pas beaucoup. Et puis, 15 ans plus tard, Ami est au gouvernement. La secte d'Ami est devenue un parti politique qui a pris le pouvoir un peu partout. Donc les rôles sont un peu différents. Ce serait Ami qui irait sauver le monde et arrêter les catastrophes de 2000. Donc là, on est plus dans un côté totalitaire. Moi, j'attends vraiment de savoir la suite. Je sais pas du tout où je vais. J'ai pas envie d'aller voir sur le net Ouais. qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. Parce que c'est Non, mais d'ailleurs, tellement passionnant, je veux pas me gâcher quoi que ce soit. ouais. Non, mais en plus, c'est ça aussi la qualité de l'écriture de Urasawa, c'est qu'elle est certes pleine de petites recettes d'écriture, mais elle est très prenante. Enfin, je veux dire, on sait jamais très bien où ça va parce qu'il sait nous surprendre, il Oui, sait oui. ramener des rebondissements. Effectivement, quand on a lu plusieurs de ces séries, on retrouve voilà, les petits trucs. On sait que quand on a une idée, ça va pas être ça, ça va retourner. C'est ce que Oui, j'avais voilà, voilà. pu voir dans Monster. Dans Pluto, c'est aussi amené comme ça, même si, tiens, Pluto, on va avoir l'occasion d'en parler juste après. Euh, ou dans Billy Bat aussi. Oui, Ce sont voilà. des séries où on suit un truc, on a une idée, voilà, c'est du thriller, mais il nous emmène et on le suit, mais aveuglément. Ouais, ouais. Ça fonctionne très 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 bien. Mais après, je trouve que c'est quelqu'un qui a très bien compris les ressorts comme tu dis, d'un thriller où il sait très très bien mener son truc, il sait bien quels éléments amener à quel moment pour que ça provoque tel type de réaction. Ça en devient presque, en fait, c'est ça qui me surprenait moi, au début quand j'ai commencé à lire du Urasawa, c'est que c'est presque addictif en fait. Ben c'est Tu ça. commences et t'as pas envie de lâcher, t'as envie d'aller jusqu'au bout parce que t'es vraiment pris dans ton truc, quoi. Non, c'est le Et gros pavé, là, ils se lisent d'un ouais, trait, quoi. On veut pas ouais. les lâcher. Et on le retrouvait pareil dans Monster, hein, c'est exactement le même type. Hein. Là, tu lis le truc, t'es. Ah. Et puis bon, je dis Monster, enfin comme tu disais, de toute façon, c'est quasiment dans toutes ces séries du même type, parce qu'il y a des séries à côté qui Oui, sont oui. pas forcément calibrées de la même façon, mais euh, moi, enfin, c'est ça qui me prend, et c'est pour ça que moi, toutes ces séries, généralement, j'y vais, parce que je me dis, bon, ben, au moins, je sais que Voilà, ça va me prendre on quelque aurait chose. pu parler de Yawara qui ressort là, donc, qui est une série de jeunesse qu'il avait fait en 92 sur le judo, ou d'Azadora qui est sa série actuelle. Euh, Moi, laquelle j'ai pas forcément accroché, j'ai beaucoup aimé Yawara. Euh, Série sur le judo, je connaissais pas. Mais ça, franchement, Ouais, euh, ouais. c'est absolument génial. C'est vraiment, vraiment un plaisir à lire. Et puis on va parler maintenant d'un morceau plus gros avec Search and Destroy de Du Kaneko. Atsushi Kaneko. On nous met d'après l'œuvre de Osamu Tezuka. J'imagine bien qu'à peu près tout le monde là aujourd'hui sait qui c'est. Si vous connaissez pas son nom, vous allez connaître ses œuvres. Si je vous dis Astro le petit robot, Le Roi Léo, on avait eu Prince Saphir aussi. Il a beaucoup d'histoires plus adultes qu'on retrouve actuellement chez Delcourt Tonkam comme celui-ci en intégrale, comme l'histoire des trois Adolphes, Ayako, Miu,
Barbara, enfin voilà, tout un tas de trucs dans des beaux volumes, une très belle édition. Et il y a actuellement, j'en parlais juste avant avec Urasawa, donc cité plus tôt, depuis quelques années, il y a des séries hommages, ou dérivées, ou inspirées, ou reprenant, réactualisant ces grandes histoires. Donc Urasawa avait repris plus tôt pour les, je sais plus, 40 ans ou 50 ans de l'histoire. C'était paru chez Kana. Donc là, Search and Destroy qui reprend Dororo, qui était une histoire qui se passait au temps Sengoku. Alors si vous êtes calé en histoire japonaise, vous allez voir un peu. C'est pour ceux qui le sont pas, on est sur avant le temps des samouraïs. Donc ça date un peu, mais qui le transpose dans une version SF. On est sur du cyberpunk là, avec des gens qui sont... alors Dororo, si on peut parler de Dororo au départ pour bien situer. Dororo, ce n'est pas le personnage principal de l'histoire. Le personnage principal, c'est celui qu'on voit sur la couve là, que Fred nous montrait. Dans Dororo, le personnage Yakimura a été, à sa naissance, privé de 48 morceaux de son corps par des créatures maléfiques. Et donc, au fur et à mesure de son développement, il va partir à la recherche de ces créatures maléfiques pour les tuer, les éliminer et récupérer les parties de son corps au fur et à mesure. Sur Search and Destroy, on est un peu sur la même chose, dans un monde où il y a deux factions, en gros. Il y a les U, pour humains, et les Krish, qui sont plutôt des cyborgs, enfin des machines. Et là, on a ce personnage qui est devenu un personnage féminin, qui va lui aussi chercher à récupérer les parties de son corps qu'on lui a volées. Donc on est sur la même chose, mais transposé dans un monde un peu à la Gun. Voilà, on a ces êtres cybernétiques un peu partout, avec une division vraiment de la population entre ceux qui sont humains et ceux qui sont Krish. Très fort. Ce que j'ai beaucoup aimé moi dans cet album, c'est le traitement graphique qui a une vraie personnalité. Dans le trait. On est dans du manga qui ne ressemble à aucun manga que je connais visuellement. Le trait est souvent épais, c'est très noir, mais c'est très propre aussi. Ouais, Kaneko, c'est beau. Hein. En plus, Kaneko aime beaucoup travailler les contrastes et tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de contrastes. Ce premier tome, pour moi, est très prometteur. M'a donné envie de découvrir en plus Dororo, qui vient de sortir en intégrale également. Donc une belle chose. Dans la réinterprétation de Tezuka, on a aussi une sortie qui devrait pas tarder, qui est Ayako. Donc, Ayako, c'est une histoire d'adulte, d'inceste, de viol, enfin très très dur. Hein. Donc là, la ressortie va être, mais qui a été servie par le trait enfantin de Tezuka, donc c'était un peu compliqué à faire la part des choses. Là, il va ressortir dans un trait assez adulte. On n'est pas loin de l'érotique parfois. Voilà, c'est une autre vision des choses. Et puis, il y a une dernière série qui reprend un petit peu l'univers de Tezuka, c'est Atom. Atom the Beginning. Atom the Beginning, qui imagine tout ce qui aurait pu se passer avant et bien avant Astro Boy. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, Fred ? Non, mais c'est ça. Hein. Mais ce que je trouve assez surprenant, c'est justement le fait que... Et en même temps aussi, tiens, t'as oublié, vient de sortir chez Delcourt Tonkam le premier numéro de Tezukomi. Ah oui, c'est vrai. Qui a un recueil d'hommages
On voit de la pré-pub de Search and Destroy et puis Ayako. de Ayako. Je cherchais le nom. Donc, ouais, enfin, moi, ce que je trouve vraiment bien, en fait, là-dedans, c'est que Tezuka, c'est réellement une référence, mais pas forcément dans les mangas, c'est vraiment une référence universelle, enfin, c'est international, quoi. Et c'est l'un de ceux qui ont balisé l'écriture du manga, enfin, vraiment, c'est important, quoi. Et de voir un petit peu actuellement qu'il y ait une réappropriation de ces univers, mais pas forcément pour faire mieux quoi que ce soit, c'est vraiment pour un hommage respectueux au maître, quoi. Et alors soit ça va en effet en racontant une autre version, en réactualisant, etc. Mais euh, c'est une façon de montrer que plus que jamais, le travail de Tezuka reste moderne, malgré le fait qu'on pourrait avoir l'impression avec son trait qui s'est un peu désuet, que c'est plus vieux. Non, justement, tout à l'heure on en parlait un petit peu entre nous et on se rendait compte que c'est un auteur qui a su avoir une ouverture de propositions d'ambiance à la fois adulte, à la fois jeunesse, à la fois pour les tout petits, à la fois philosophique et tout. Enfin, c'est d'une très grande richesse et je trouve que toutes ces séries qui sortent actuellement, bon, il n'y en a pas des millions, mais toi déjà là on en a déjà quatre, enfin trois en cours et il y en a une autre avec Pluto qui a arrêté, quoi. Mais ça montre bien quand même que même encore aujourd'hui, les univers qu'il a mis en place sont des univers qui sont porteurs d'idées, qui peuvent être encore perpétués, etc. Et, et je trouve ça fascinant, quoi. Fascinant pour un auteur qui a une telle empreinte, à la fois sur les mangas, mais sur le reste, quoi. Et, euh, et donc, en tout cas, ouais, c'est vrai, moi je regarde Search and Destroy. Alors, je connaissais un petit peu Kaneko parce que j'avais lu de lui les Deathco, puis Soil, et puis etc. Donc, ils sont vraiment des univers très, très étranges, en fait. Il a un graphisme que moi, personnellement, je trouve très, très beau, mais qui est pas manga, en fait. Je sais pas si as eu le même Oui, sentiment. effectivement, c'est pour ça que j'insistais vraiment sur cet aspect très perso. Enfin, voilà, il est riche. On a hésité à parler d'autres mangas où moi je t'ai dit, voilà, on est sur visuellement du manga traditionnel et qui n'apporte rien. Là, il a vraiment un univers propre qui enrichit le propos, je trouve, euh, voilà, de par sa singularité. Je trouve il a une précision dans le trait, il a une qualité d'ancrage qui font que ça laisse pas indifférent, quoi. Genre, on peut ne pas accrocher, hein, mais en tout cas, voilà, ça interpelle, tu vois. C'est vraiment, ok, le gars, il a son univers, c'est quelque chose de personnel, quoi. Donc Et, voilà, on va en terminer ici. J'espère que nos conseils vous auront été utiles. En tout cas, tout ce dont on a parlé, personnellement, ça m'a fait extrêmement plaisir de les lire. Donc oui. je rappelle, en manga, Tali de Surya Shankama, 20th Century Boy de Naoki Urasawa chez Panini Comics, et puis Search and Destroy qui vaut vraiment le coup, pour moi est très prometteur. Donc j'espère que tout ça vous aura intéressé, et puis on se retrouvera bientôt. Ciao tout le À la monde. prochaine!